Bonjour à tous, bienvenue sur l'internet.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Ce mardi matin, notre invité est Sébastien Huyghe, porte-parole de l'UMP et député du Nord. Bonjour Sébastien Huyghe, merci d'être avec nous ce matin dans Direct Politique. Merci de votre invitation. Sur ce plateau avec moi, Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France, et David Blanchard, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes. Merci messieurs d'être avec moi pour co-présenter l'émission. Bonjour. Vous connaissez le principe de l'émission, chers internautes, vous avez une quarantaine de minutes pour réagir à l'émission, à l'interview. Posez vous-même votre question à notre invité, je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Sébastien Huyghe, on va parler évidemment départemental, puisque c'était plutôt une bonne nouvelle pour vous dimanche avec cette victoire. La droite et le centre récupèrent 28 départements qui étaient gérés par la gauche. Cela dit, la gauche avait énormément d'avance déjà avant le scrutin. Elle était très divisée également. Est-ce que l'UMP et l'UDI ne tombent pas en ce moment dans une certaine forme de triomphalisme? Non, nous avons la victoire modeste, mais nous sommes très heureux de ce résultat. Avant l'élection, on était dans une proportion de 60 départements à la gauche, 40 pour la droite. Nous avions dit avant ces élections que si on faisait une bascule, c'est-à-dire qu'on passait à 60 départements à droite pour 40 pour la gauche, c'était une très belle victoire. Et là, nous sommes au-delà de nos espérances, finalement, avec ce résultat, qui est le fruit de la stratégie qui a été mise en place par Nicolas Sarkozy. Alors, quand on regarde le résultat, votre victoire est évidemment incontestable, mais il y a 50% de participation et d'abstention, et dans les 50% de participation, ça se divise grosso modo en 3, ce qui fait que chacun a une adhésion assez faible. Le Parti Socialiste, n'en parlons pas, c'est un électeur sur 10, mais vous, c'est moins de 2 électeurs sur 10. Est-ce que l'étroitesse de cette base électorale ne vous inquiète pas pour conduire des réformes qui peuvent être compliquées, qui peuvent être... D'abord, nécessiter... dans les départements, dans l'extrême majorité des départements, les majorités sont assez claires en termes d'élus, majorité par rapport à l'opposition. Donc ça va permettre aux exécutifs de mener les politiques pour lesquelles ils ont été élus. Il n'y a que dans quelques départements, 3 me semble-t-il, où la majorité est relative. Et donc, ce seront aux élus de prendre leurs responsabilités, de savoir s'ils bloquent le fonctionnement du département ou s'ils laissent la majorité au-delà, relative. d'une manière générale, le fait d'avoir une adhésion, une base faible, est-ce que ce n'est pas un problème en politique? C'est un problème de la démocratie. De la démocratie, ce n'est pas propre à l'UMP. Une baisse de la participation. Alors j'observe que pour les élections départementales, en général, la participation est faible quand il n'y a que ce scrutin. Puisque traditionnellement, les élections, ce qu'on appelait les élections cantonales par le passé, étaient jumelées avec une autre élection. On faisait le renouvellement des départements par moitié et chacune de ces élections était jumelée soit avec les élections régionales, soit avec les élections municipales, ce qui apportait une plus grande mobilisation des électeurs, sauf la dernière fois où il n'y avait eu, en 2011, qu'une seule, le renouvellement par moitié des conseils départementaux, avec cette seule élection où, et là, la participation avait été très faible. Mais quand c'est jumelé avec une autre élection, la participation est plus forte. Moi, j'ai regretté que François Hollande ait souhaité reporter les élections régionales au mois de décembre, parce que sinon, les élections départementales que nous venons de vivre auraient dû être jumelées avec ces élections régionales. Il était tenu par la réforme des régions. Ah oui, mais ça, c'est sa volonté. Et puis, le deuxième élément qui n'a pas joué en faveur de la participation, c'est que c'est la première fois, on n'a jamais vu ça, qu'on demande aux électeurs de venir élire des gens sans savoir exactement quelles vont être leurs compétences. C'est-à-dire que la loi qui fixe les compétences des départements est encore aujourd'hui au Parlement et vraisemblablement, elle ne sera votée définitivement qu'au cours du mois de juillet. Ça veut dire qu'on a dit aux électeurs, venez voter, mais on vous dira après pourquoi vous avez voté. C'est pour le moins très surprenant. Il aurait mieux valu reporter les départementales en même temps que la régionale. Non, il aurait mieux valu s'y prendre à l'avance. Si on veut faire une réforme, eh bien on prend le temps de la réforme bien avant les échéances. Et là, on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'on se fiche un peu des électeurs. Et si on avait voulu que
il y ait peu de participation, on ne se serait pas pris autrement. Et dimanche, il y a quand même une partie de l'électorat de gauche qui a voté pour des candidats UMP, vraisemblablement, notamment quand il y a eu des duels UMP et FN. À aucun moment on a entendu Nicolas Sarkozy remercier ces électeurs-là. Est-ce que c'est une erreur ou comment est-ce que vous l'expliquez? Non, Nicolas Sarkozy a remercié tous les électeurs qui avaient voté pour les candidats de l'UMP et de l'UDI. Donc se sont retrouvés tous ceux qui avaient mis un bulletin dans l'urne en faveur de nos candidats. On ne sait pas ce qu'avaient voté au premier tour ces électeurs, on ne sait pas ce qu'ils votent traditionnellement. En tout cas, ce qui était important, c'était de remercier les électeurs d'avoir fait cette démarche. Il y a des grandes remontées de candidats UMP qui sont passés finalement devant le FN. C'est parce qu'il y a eu un bon report des voix de gauche sur le candidat UMP. Il y a aussi eu, nous avons étudié ça avec beaucoup d'attention, des gens qui avaient voté pour le Front National au premier tour, j'allais dire par exaspération, et qui au deuxième tour ont décidé de voter pour les candidats de l'UMP parce que s'il y a eu ce vote de premier tour qui était un vote d'exaspération, au deuxième tour, ils n'ont pas voulu élire des candidats du Front National. Donc on trouve beaucoup de configurations sur l'ensemble des scrutins qui ont eu lieu dans tous les départements. Revenons sur Nicolas Sarkozy qui apparaît grand vainqueur de l'élection. Les principaux cadres de l'UMP ont eu un petit peu de mal quand même à lui attribuer la victoire. Bon, on parle vraiment d'une victoire d'équipe, des militants, de l'ensemble de l'UMP. Surtout quand on entend les candidats aux primaires s'exprimer. Selon vous, est-ce que la droite aurait fait aussi bien sans Nicolas Sarkozy ? Je pense que c'est la stratégie de Nicolas Sarkozy qui a permis cette belle victoire très large, avec plusieurs axes. Le premier, c'était d'abord de vouloir rassembler notre famille politique qui était déchirée. Donc depuis son arrivée à la présidence de l'UMP au mois de décembre, il s'est attelé à faire ce rassemblement. La deuxième chose, c'est d'avoir voulu mettre des candidats j'allais dire uniques entre l'UMP et l'UDI dès le premier tour. C'est une stratégie aussi qui a été payante. Et puis, il y a eu cette volonté pendant la campagne, avec une grande implication de sa part. Il a fait beaucoup de déplacements, il a fait des interventions dans de nombreux médias. C'était d'affirmer haut et clair les valeurs de la droite républicaine. Donc et c'est une victoire personnelle. Ça a permis d'avoir cette belle victoire. Non, mais la victoire, elle est à la fois collective, parce que ce sont nos candidats sur le terrain qui ont fait une belle campagne. C'est l'ensemble des dirigeants de l'UMP qui ont fait campagne et certains qui ont fait très attention de ne pas apporter une voix divergente qui aurait pu devenir tonitruante et entacher la campagne. Tout le monde a joué le jeu de l'unité. Et puis, il y a le chef d'orchestre, qui est Nicolas Sarkozy, qui a fixé la ligne et qui aussi a fait le choix d'attaquer frontalement le Front National et de porter en même temps une critique forte Nicolas sur le Sarkozy gouvernement. et l'UMP s'est plus attaqué au Front National que ne l'a fait Manuel Valls et le Parti Socialiste pendant cette campagne. Il a fait les deux. Il a critiqué la politique qui était conduite par le gouvernement parce qu'elle met la France dans le mur, et il a attaqué frontalement le Front National. Alors chacun, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, dit que c'est sa stratégie qui a gagné. C'est bien sûr l'ouverture au centre, s'agissant d'Alain Juppé. Jusqu'où va le centre pour vous? Est-ce qu'il inclut le MoDem? Le centre va jusque... Enfin, le centre qui est nos partenaires, qui sont nos partenaires, sont ceux qui se reconnaissent dans l'opposition au gouvernement de François Hollande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se retrouvent dans l'opposition, ce sont nos partenaires. Si ils ne sont pas dans l'opposition, ce ne sont pas nos partenaires. Et là, le MoDem ne fait alliance qu'avec des listes de droite dans ces élections. Oui, mais il faut qu'ils aient C'est pas suffisant. Il faut qu'ils aient un positionnement clair. Je vais prendre un exemple dans le département du Nord, à Tourcoing, dont le maire et le jeune député maire est Gérald Darmanin. Le MoDem était dans son opposition municipale et ont soutenu nos candidats aux élections départementales. Là, il y a besoin d'une clarification. François Bayrou lui-même dit qu'il est dans l'opposition. Alors, François Bayrou a besoin de nous faire une clarification, puisque quand il nous dit que s'il avait été parlementaire,
il n'aurait pas voté la motion de censure, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'opposition. Donc qu'il clarifie sa position. Il y a un problème, François Bayrou. Il regrette aussi d'avoir appelé à voter François Hollande, que c'était une erreur. Et là, ça deviendra un partenaire, nous espérons, loyal. Aujourd'hui, ce matin, il n'est pas encore un partenaire de l'UMP. À cette heure, ça n'est pas le cas. Nous espérons que ça le deviendra. On a l'impression que Nicolas Sarkozy voudrait bien aller jusqu'au MoDem, mais sans Bayrou de préférence. Si Bayrou clarifie sa position, il n'y aura pas de problème. François Bayrou en fera partie. De toute manière, il a été élu à Pau avec les voix de l'UMP. C'est-à-dire que l'UMP est venu travailler avec lui à Pau, et c'est grâce à l'UMP qu'il est aujourd'hui maire de Pau. Mais maintenant qu'il en tire les conséquences, qu'il nous dise qu'il est clairement dans l'opposition. J'ai entendu des déclarations critiques vis-à-vis du gouvernement et de la majorité. Il n'est pas encore allé jusqu'à dire qu'il aurait voté la motion de censure. Ça veut dire que c'est une erreur de sa part. En tout cas, c'est un positionnement qui n'est pas clair. On entend beaucoup, est-ce que c'est la ligne Sarkozy qui a gagné ou est-ce que c'est la ligne Juppé qui a gagné? Ce matin, le Juppé disait en substance, finalement, la droite, quand elle regarde vers le centre et quand elle s'allie au MoDem, elle est victorieuse. Vous savez, Nicolas Sarkozy a toujours dit qu'il voulait faire de l'UMP et de la nouvelle formation politique qui va voir le jour le 30 mai, une grande formation politique de la droite et du centre qui va de la droite du Parti socialiste jusqu'à la gauche du Front national. Donc c'est une grande formation ouverte sur la société avec ce positionnement. Et donc forcément, en ayant ce positionnement, il y aura à l'intérieur des gens du centre. Et ça a toujours été la position de Nicolas Sarkozy. Il l'a appliqué à l'occasion de ces élections départementales. C'est lui le chef d'orchestre. Il y a certains meetings dans lesquels on siffle certains intervenants parce qu'ils parlent du centre et de cette Alain Juppé, Alain Juppé notamment vers le centre. D'abord, il y a des militants effectivement s'expriment dans les meetings, et la manière de s'exprimer quand il y a des discours à la tribune, c'est les applaudissements ou les sifflements. On peut regretter les sifflements, mais ce qui est sifflé, c'est surtout le positionnement qui n'est pas clair d'un certain nombre de responsables politiques. C'est ça qui est sifflé. C'est ça qui énerve Il y a un problème les militants. Donc, encore une fois, à partir du moment où François Bayrou se positionnera clairement dans l'opposition à la majorité socialiste, eh bien, il n'y aura plus de problème François Bayrou. À vous entendre, ça veut dire que Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, sera dans la primaire UMP. Nous appelons de nos voeux nos partenaires de l'UDI à participer à cette phase de qualification pour les élections présidentielles qui, à notre sens, est indispensable si nous voulons être au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est de ça dont ils ont parlé hier avec Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui que le Front national risque d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Il ne s'agit pas de voir, par la multiplicité des candidatures de la droite et du centre au premier tour, un deuxième tour qui ne verrait que le Parti socialiste face au Front national. Donc, pour être sûr d'avoir un candidat au deuxième tour de cette élection, nous devons être unis. Et faire cette union dès le premier tour, ça veut dire que tous nos partenaires participent à la phase de qualification que seront les primaires. La réforme du scrutin des départementales permet d'avoir la moitié des assemblées composées de femmes, donc un grand renouvellement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que c'était une bonne chose que cette réforme? Moi, je préférais la réforme que nous avions faite pour créer le conseiller territorial. Pour la bonne et simple raison qu'il fallait supprimer un étage du millefeuille administratif. Le problème de la réforme et des réformes territoriales qui ont été menées par la gauche, c'est que ça ne fait faire aucune économie et que nos concitoyens continuent à n'y comprendre rien sur les compétences. Le fait d'avoir créé, et nous avions voté ce texte, le conseiller territorial faisait que les élus s'occupaient à la fois des affaires de la région et des affaires des départements. C'était les mêmes élus. Ça voulait dire que derrière, il y avait la fusion des services entre les services des départements et les services des régions. Et ça arrivait à la fusion des départements et des régions, donc la suppression d'un étage. Donc
on faisait des économies et on avait une meilleure lisibilité. Sur la parité Sur la parité, moi je pense que toutes les mesures qui permettent la parité sont bonnes, sauf que j'observe qu'on a fait des cantons qui ont été découpés pour favoriser les candidats de gauche. Je vois dans ma propre circonscription, c'est pas évident, on a retiré. Oui, mais je pense qu'il serait très intéressant de regarder quel aurait été le résultat si on avait conservé les anciens cantons. Je suis persuadé que les résultats de la droite républicaine auraient été encore supérieurs à ce qu'elles sont aujourd'hui. Un certain nombre de départements ont été conservés par la gauche grâce à ce découpage célèbre. On a plusieurs questions d'internautes qui veulent revenir sur la parité, je vous le dis. Ils nous demandent clairement combien de présidentes de l'UMP seront à la tête, combien de candidates de l'UMP deviendront présidentes, je vais y arriver, présidentes de département jeudi prochain. Je n'en sais rien. C'est en train de se déterminer dans chaque département, au sein de chaque groupe UMP-UDI, de déterminer qui sera le candidat. Donc voilà, ça se fait département par département. Oui, Martine Vassal était chef de file dans les Bouches-du-Rhône, donc celle qui devrait être présidente. C'est le seul nom féminin qu'on a. Ma collègue qui est porte-parole avec moi, Isabelle Le Calennec, qui était chef de file pour l'Ille-et-Vilaine. Malheureusement, l'Ille-et-Vilaine n'a pas basculé à droite. Elle aurait été présidente de ce département. Voilà, c'est département par département. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez, je serai ravi de revenir sur ce plateau pour faire le décompte avec vous. Je voudrais qu'on revienne sur le Front National. Pour vous, alors quelle analyse faites-vous? Est-ce que c'est un vote? Bon, il y a une implantation, ça c'est clair, une extension territoriale du Front. C'est de l'adhésion ou de la protestation? C'est un vote pour moi d'exaspération. C'est un vote d'un parti de contestation. Lorsque vous regardez les propositions du Front National, finalement, ce sont les mêmes d'un point de vue économique que les propositions de l'extrême gauche, du front de gauche. Donc, je pense que beaucoup de nos concitoyens qui ont pu voter pour le Front National, s'ils avaient regardé le programme du Front National, seraient partis en courant. Donc, ce n'est pas pour moi un vote d'adhésion, même si ça devient un vote répétitif. Ça veut dire que l'exaspération est dans la durée. Mais pour moi, ça n'est pas un vote d'adhésion. Sébastien Huyghe, si on regarde un peu les enquêtes, on se rend compte qu'il y a une certaine porosité. Il y a une partie de l'électorat de l'UMP qui souhaiterait des alliances locales, notamment avec le Front National, pour faire battre la gauche, alors que les états-majors, eux, refusent complètement d'ouvrir les portes au Front National. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème de déconnexion entre les dirigeants, l'état-major, et la base électorale de l'UMP ? D'abord, je voudrais dire que les électeurs du Front National viennent à la fois de la gauche et de la droite. Si vous regardez ma région, dans le bassin millier, dans le Pas-de-Calais, bassin millier votait massivement pour la gauche et les élus assez départementales du Front National viennent du bassin millier. Donc ce sont des électeurs de gauche qui ont voté pour le Front National. Donc on ne peut pas dire que les électeurs viennent plus de la droite ou de la gauche. Mais sur le principe de on refuse toute alliance, c'est un mot d'ordre des états-majors. Oui, bien sûr. Mais un certain nombre de militants font juste des additions entre des formations politiques et par rapport aux résultats électoraux se disent que ce serait bien de travailler ensemble. Sauf que l'honneur du politique, c'est pas de suivre un calcul mathématique bête et méchant, c'est de voir si nous avons ou pas des valeurs communes avec telle ou telle formation politique. Il se trouve que nous n'avons aucune valeur commune avec le Front National. Alors, donc nous ne ferons aucun accord. Il y a un certain nombre de départements où pour avoir une majorité, il vous faudra un appoint pour voter les budgets, par exemple, qui est quand même l'acte essentiel de la politique départementale. Il vous faudra un appoint soit du FN, soit du PS. Est-ce que le nini est tenable jusqu'au bout? Oui, nous ne ferons aucun accord. D'ailleurs, dans l'autre-deux tours, Nicolas Sarkozy est venu devant les députés dire que si un élu, au lendemain de ce deuxième tour,
un élu de l'UMP faisait un accord officiel ou officieux avec le Front National, il serait jeté dehors. Je pense que on ne peut pas être plus clair. Vous avez mis en Donc, garde concrètement dans 2 départements, nous demande un internaute. Nous ne ferons dans le Gard et dans le aucun accord. Vaucluse, vous avez prévenu Philippe. vos élus qu'il n'y aurait pas d'accord. Oui, tout le monde est bien au courant de la règle. Il sera exclu si l'un d'entre eux faisait un accord quel qu'il soit. Après, dans les départements, il y aura le vote des budgets, et puis ce sera à chacun des élus départementaux de prendre leurs responsabilités. Soit ils décident de bloquer le fonctionnement du département, soit ils respectent le choix des électeurs qui est de donner une majorité relative à l'UMP et à l'UDI, et donc ils ne s'opposeront pas, ils ne bloqueront pas le fonctionnement du département, mais en tout cas, il n'y aura aucun accord, que ce soit sur la table ou en dessous de la table. On va parler plus concrètement de votre circonscription, on va parler un petit peu du Nord, puisque le Nord est passé à droite ce week-end. Après 17 ans passés à gauche, au final, vous gagnez, mais est-ce que ce n'est pas grâce aux divisions de la gauche, finalement ? Écoutez, je pense que, notamment dans le Nord, un certain nombre d'électeurs ont bien vu qu'après des décennies et des décennies de gestion de la gauche, eh bien, leur situation ne s'était pas améliorée. Et que, au-delà des beaux discours des tenants de la gauche, eh bien, il n'y avait rien de concret qui se produisait, et notamment dans le département du Nord, un département avec une dette abyssale qui est due à la gestion catastrophique par les exécutifs successifs au département, et notamment une politique de saupoudrage clientéliste assez scandaleuse. Donc au-delà des beaux discours, qu'est-ce que vous allez changer, vous, dans votre département par rapport à la gestion socialiste ? Eh bien, nous allons faire preuve de responsabilité en considérant que 1 euro d'argent public est un euro précieux parce qu'on l'a pris à nos concitoyens, on l'a pris dans leur poche sans leur demander leur avis par l'impôt. Et donc en finir avec la gabegie des dépenses de communication, avec les dépenses de fonctionnement, aussi diminuer de manière très importante le nombre de fonctionnaires territoriaux en ne renouvelant pas les postes devenus vacants du fait des départs à la retraite. Utilisait la règle du 1 sur 2. Sans réduire le service au public. Sans réduire le service au public, mais en réorganisant un certain nombre de services. Jean-René Le Cerf l'a dit pendant toute la campagne électorale, il y a des services qui n'ont pas lieu d'exister au sein du département parce que ce n'est pas la compétence du département. La compétence, notamment par exemple en matière économique, elle est surtout sur la région, donc il n'y a pas besoin de pléthore. Et puis, il y a également un service pour faire du service juridique aux communes, alors que ce service existe en dehors du département. Il n'y a pas besoin de multiplier le conseil juridique aux communes. Ça n'est pas la vocation du département. Et là aussi, il y a des économies substantielles à faire pour que l'argent ne soit pas dans le fonctionnement, mais plus dans l'investissement au profit de nos concitoyens. Mais Jean-René Le Cerf a aussi prévenu que certains investissements allaient être gelés ou qu'il ne pourrait pas forcément les financer. Je pense notamment au canal Seine-Nord. Eh bien, c'est clair que le département va se recentrer sur ses missions. Vous savez, Nicolas Sarkozy avait fait voter la suppression de la clause générale de compétence pour les collectivités territoriales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les collectivités territoriales ne pourraient plus s'occuper de tout et devaient uniquement s'occuper des compétences qui lui ont été fixées par la loi. François Hollande, en accédant à l'Élysée, par anti-sarkozysme primaire, j'allais dire même anti-sarkozysme pathologique, a abrogé bon nombre de lois que Nicolas Sarkozy avait fait voter, et y compris celle-là, il avait supprimé donc la suppression de la clause générale de compétence. Et puis finalement, 2 ans après, en y réfléchissant, il s'est aperçu que ce n'était pas si mal cette loi, et donc a voulu la remettre en place. Eh bien, nous allons strictement l'appliquer, et donc le département sera recentré sur ses compétences, et donc on finira avec des dépenses inconsidérées qui ne relèvent pas de ce qu'il doit faire. Il y a les régionales qui arrivent en décembre. Marine Le Pen pourrait être candidate dans la future région Nord, Pas-de-Calais, Picardie. Est-ce que ça vous inquiète? Pas du tout.
Je sais que Marine Le Pen tergiverse pour savoir si elle sera candidate. Et j'observe que celle qui se dit la candidate anti-système, finalement rentre parfaitement dans le système avec ses atermoiements sur le fait de savoir si oui ou non elle va se présenter aux élections régionales. Pourquoi ? Parce qu'il ne faudrait pas abîmer son image dans une défaite dans une élection régionale. Ça veut vraiment dire qu'elle est dans le petit calcul qu'elle reproche aux autres hommes et femmes politiques de notre pays. Donc ça veut dire qu'elle est complètement dans le système qu'elle dénonce. Et donc, à moi de dénoncer le fait que cette dame soit dans le système et que finalement, elle est la première des petites calculatrices politiciennes. Nous avons un candidat clairement déclaré, qui est un très bon candidat et qui, je l'espère, deviendra en fin d'année président de la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est Xavier Bertrand. On dit que ça arrange beaucoup Nicolas Sarkozy qui soit candidat, Xavier Bertrand. Bon, écoutez, Nicolas Sarkozy est ravi que Xavier Bertrand soit candidat. C'est un excellent candidat. Il ferait un très bon président d'une très grande région. C'est un adversaire potentiel. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'il sera président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie qu'il ne pourra pas se présenter à la primaire. Il n'y a pas d'incompatibilité. Mais en tout cas, Xavier Bertrand a décidé de prendre un risque, sans calcul politicien. En tout cas, il est à l'opposé des calculs politiciens de Marine Le Pen. Et donc, il a décidé de s'engager dans cette belle campagne. Et vous-même, vous êtes socialiste oui, moi, je le soutiendrai. Et s'il le souhaite, je serai avec lui, à ses côtés. Dans ce cas-là, ça veut dire effectivement faire la campagne et donc me présenter comme candidat. Mais, j'allais dire, ma petite personne n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, ce sont les idées que nous allons développer pour nos concitoyens et qu'il y ait enfin une alternance dans cette région qui a toujours été, de tout temps, dirigée par la gauche. Et donc, et on voit que ça n'a jamais amélioré le quotidien de nos concitoyens. Sébastien Huyghe, on va justement parler un peu d'idées et de projets de l'UMP, ouvrir un chapitre consacré à ça. Nicolas Sarkozy l'a dit, il va falloir désormais préparer l'alternance avec un programme, dit-il, fort, réaliste et profondément nouveau. Alors, vous qui êtes porte-parole de l'UMP, vous pouvez peut-être nous dire quelles seront les priorités développées par le parti dans les prochaines semaines. Écoutez, nous avons déjà eu une première convention sur le logement avec des mesures fortes qui ont été mises en musique par Éric Woerth et Marc-Philippe Daubresse, animées par Valérie Debord. Et ça a été un moment pour tous les militants qui étaient présents ou qui suivaient en direct sur Internet cette convention, un moment fort. De dialogue, de réflexion entre les responsables politiques et puis des professionnels du secteur. Le logement sera une des priorités. Ah ben oui, parce que le logement d'abord, c'est répondre à une crise sans précédent du logement que vivent nos concitoyens. Je rappelle qu'en 2014, on a construit dans notre pays moins de 300 000 logements. C'était la plus faible construction de logements depuis plus de 17 ans, alors qu'on vit une crise, j'allais dire, au quotidien du logement. C'est la loi de Madame Duflot qui a mis un sévère coup d'arrêt à la construction de logements dans notre pays. Et le logement, c'est non seulement répondre à cette problématique de crise du logement, mais c'est aussi, en termes économiques, un grand pan de notre économie, un grand gisement d'emplois. Et donc, vous savez, il y a cet adage populaire qui dit « quand le bâtiment va, tout va ». Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le bâtiment ne va pas du tout et ça induit un des principaux points catastrophiques en matière d'économie dans notre pays. Il est vraisemblable que lors de la prochaine campagne, François Hollande joue à nouveau la carte de l'apaisement. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à avoir un programme trop clivant, du coup, vous vous retrouviez sur la droite de l'échiquier, vraiment à droite, et de lui laisser un boulevard? La question n'est pas d'avoir un programme à droite tout ou pas. La problématique, c'est d'avoir un programme de réforme radicale pour notre pays, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes. Alors que tous les autres pays européens sont sortis de la crise, notre pays, la France,
y demeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus que la France qui est dans une situation Donc, de il faut crise plus de radicalité, il aiguë, faut plus de tranchants, aiguë. Il faut des réformes structurelles dans notre pays. Et aujourd'hui, François Hollande ne fait que des réformettes, des demi-mesures, des atermoiements. Il faut faire plaisir à l'aile du centre-gauche du Parti socialiste. Puis après, il faut faire plaisir à la gauche plus radicale. On le voit d'ailleurs après ces élections départementales. Le sentiment que j'ai, c'est que François Hollande est resté sourd aux messages que lui ont adressés les Français. Il a indiqué qu'il ne changerait pas de politique. Et aujourd'hui, plutôt que de réfléchir à changer justement de politique pour remettre notre pays sur les rails, il est en train de comploter avec les écologistes ou avec les frondeurs pour savoir qui va faire entrer dans le gouvernement pour passer un congrès du Parti socialiste le plus serein possible. Restons sur l'UMP, Sébastien. Oui, mais le principal problème, si on s'engage en politique, c'est pour les affaires de la France. Et la situation dans laquelle on est, c'est une situation catastrophique. Et François Hollande ne fait que de la politique politicienne au lieu de s'occuper des affaires de la France. On a l'impression qu'il n'y a qu'une seule chose qui intéresse François Hollande, comme Manuel Valls d'ailleurs, c'est le congrès du Parti socialiste. Parmi les affaires de la France, il y a l'immigration. Il y a un internaute, Kev, qui vous interpelle là-dessus. Il se dit, est-ce qu'on n'est pas là dans le champ des promesses jamais tenues sur l'immigration? Allez-vous réduire le nombre d'immigrés en France en durcissant le regroupement familial? Clairement, nous avons indiqué à plusieurs reprises que nous voulions faire en sorte de réduire l'immigration. L'immigration zéro, ça n'existe pas, mais en tout cas Et on le dit tout le temps, en fait, elle continue comme avant. Sous Nicolas Sarkozy, nous l'avions réduit. Et puis, les chiffres de l'INSEE disent l'inverse. Non, nous l'avons réduit et nous avons aussi lutté, contre l'immigration clandestine. Et nous avions renvoyé dans leur pays un certain nombre de gens qui n'avaient pas réglé et qui n'avaient pas respecté la règle commune, c'est-à-dire venir légalement dans notre pays. Il se trouve que les socialistes, et notamment Manuel Valls, avec une circulaire qui fait date, mais pas dans le bon sens du terme, a réduit drastiquement les reconduites à la frontière, ce qui pose un vrai problème. Le problème est celui de l'intégration des populations qui sont arrivées dans notre pays. On s'aperçoit que la machine à intégrer est cassée et qu'il faut la réparer. Et le temps de la réparer, ça veut dire limiter de manière importante l'afflux de populations nouvelles. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'intégration ne suffit pas. Il faut aller jusqu'à l'assimilation. Il nous reste quelques minutes. Il y a une autre thématique qui semble se faire jour dans le discours de Nicolas Sarkozy, c'est celle de la lutte contre l'assistanat. Quelles sont les nouveautés par rapport au discours porté en 2012 ? Écoutez, je vous ai dit, nous avons pour le moment fait une première convention sur la thématique du bâtiment. Nous allons accélérer le nombre de ces conventions pour développer le programme et les propositions fortes dans différentes matières. Donc je ne vais pas aujourd'hui vous détailler le programme de l'UMP en avant-première, mais en tout cas nous travaillons de manière acharnée sur ce sujet, et Nicolas Sarkozy, au soir du deuxième tour de l'élection départementale, a demandé l'accélération de la mise en place de cette réflexion et de ces propositions. Donc je reviendrai avec grand plaisir une fois que nous aurons travaillé collectivement pour vous présenter ces propositions. Mais je ne voudrais pas vous les donner aujourd'hui pour que les gens qui vont travailler sur le sujet aient l'impression de dire que tout est fait à l'avance et que finalement on va leur demander de travailler pour épater la galerie. Il nous reste quelques minutes, Sébastien Huyghe, il nous reste quelques minutes pour aborder deux questions. La loi santé qui arrive au Parlement aujourd'hui et la loi sur le renseignement. Mais avant ça, un mot, oui ou non. Une question de Sacha qui nous demande, est-ce que vous allez abolir la loi Taubira sur la réforme pénale quand vous reviendrez aux responsabilités? Oui, bien sûr. La loi Taubira est une loi qui a fait un désarmement pénal de notre pays, qui fait qu'aujourd'hui, on fait tout pour éviter l'incarcération des délinquants. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la loi santé. Alors, il y a la loi santé. Est-ce que vous pensez que la ministre de la Santé va aller jusqu'au bout
du non-paiement, du tiers payant par les patients? Écoutez, je ne sais pas si elle ira jusqu'au bout, mais nous mettrons tout notre poids dans la balance pour qu'elle recule sur ce sujet. Et c'est pas une bonne idée, ça? Non, c'est pas une bonne idée. C'est une idée populiste qui fait croire à nos concitoyens que finalement ils pourront aller chez le médecin sans rien payer. Ça pose plusieurs problèmes. D'ailleurs, d'abord, d'un point de vue philosophique, c'est de dire que finalement, la santé, la médecine, ça coûte rien. Et qu'on rentre au sort. Donc il faut que les gens aient le sentiment de ce que ça coûte. Voilà, je pense que pour avoir le sentiment de la valeur du service qui est rendu à nos concitoyens, il faut qu'ils mettent la main à la poche, même s'ils sont remboursés par la suite. Mais je pense que ce geste est important. Pour ceux d'entre eux qui sont dans la difficulté, de toute manière, eux ne payent pas puisque la CMU fait que c'est la CMU qui règle directement les médecins. La deuxième chose, c'est encore une usine à gaz. Ça veut dire qu'on va demander aux médecins de passer une grande partie de leur temps dans les problèmes administratifs plutôt que de s'occuper de leurs patients. Je comprends l'exaspération des médecins à qui on demande toujours plus, d'ailleurs sans contrepartie, et qui s'éloignent de plus en plus d'un temps optimum consacré à leur métier de base, à leurs patients. Et donc aujourd'hui, nous demandons à Madame Touraine de revenir sur ce projet qui ne pose que des problèmes. Autre loi cette semaine examinée à l'Assemblée, c'est la loi renseignement. Est-ce que pour vous, au nom de la sécurité, il faut limiter les libertés individuelles? Je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, il faut trouver un équilibre entre liberté individuelle. J'étais jusqu'à un passé récent commissaire à la CNIL, donc je suis très sensible à ce sujet. Mais la première liberté de nos concitoyens, c'est leur sécurité. Donc il faut trouver l'équilibre entre les deux. Le texte qui nous est proposé va dans le bon sens. Il est d'ailleurs issu d'un travail collectif entre un parlementaire de la majorité et un parlementaire de l'opposition. Nous voterons ce texte, mais le gros problème, c'est que ce texte n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans la lutte contre le terrorisme. Et nous appelons de nos vœux un nouveau texte pour lutter contre le terrorisme. Au lendemain des événements du mois de janvier, Nicolas Sarkozy et l'ensemble de l'UMP ont fait au gouvernement un certain nombre de propositions. Dans un premier temps, compte tenu de la situation, Manuel Valls, François Hollande ont voulu surfer sur ce qu'ils ont appelé l'esprit du 11 janvier. On s'aperçoit aujourd'hui que ça n'était que des mots, puisque aucune de nos propositions n'ont été retenues. Vous pensez à quelle précisément? Dans quel domaine il faut aller plus loin? Il faut aller plus loin dans la déchéance de la nationalité, dans le fait que ceux qui sont partis faire le djihad ne puissent pas revenir en France, sur le fait de supprimer la nationalité française à ceux qui sont partis faire le djihad. Nous avons aussi des points qui sont pas possibles. On ne peut pas enlever la nationalité française à quelqu'un qui n'a qu'une seule nationalité. On ne peut pas créer un apatride. Regardez les lois internationales. Nous avons eu cette discussion à la commission des lois et nous pouvons tout à fait le faire. C'est-à-dire que nous souhaitons d'abord le faire pour ceux qui ont une double nationalité, mais on peut aller plus loin, on peut aussi retirer la nationalité pour des gens qui n'ont que la nationalité française. Les conventions internationales le permettent. Et d'ailleurs, la convention internationale qui le prévoit n'a jamais été ratifiée par la France. Donc non seulement elle permet, cette convention internationale, de retirer dans des cas exceptionnels la nationalité. Donc de créer des apatrides. Oui, de créer des apatrides. La Convention dit qu'il faut le limiter au maximum, mais elle ne l'interdit pas. Et en plus, cette Convention n'a même pas été ratifiée par la France. Donc nous n'avons aucun frein pour mettre en œuvre cette mesure. Et puis, il y a, me semble-t-il, deux éléments qui sont très importants en la matière. Le premier, c'est que toute personne qui serait condamnée pour des faits de terrorisme, eh bien, ne puisse bénéficier de remise de peine, parce qu'aujourd'hui, ils sont carrément dans la loi de Taubira, qui est extrêmement laxiste en matière à la fois de récidive
et de remise de peine automatique. Et puis, le deuxième élément, c'est de faire en sorte que ceux qui consultent des sites qui appellent au djihad soient punissables, comme le sont aujourd'hui ceux qui consultent des sites pédophiles. Merci Sébastien Huyck, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci messieurs, merci chers internautes. On se retrouve mardi prochain, même heure comme d'habitude. D'ici là, restez connectés, à bientôt.